Mon podcast IMO. Cela fait un peu plus de 3 semaines maintenant que l'on est sorti du confinement et nombre d'études et de sondages font état d'un appétit intact des Français pour l'immobilier, mais pointent le comportement des banques et le durcissement des conditions d'octroi. Alors qu'en est-il ? On en parle tout de suite avec Michel Mouillard, professeur d'économie Frix. Bonjour Michel. Bonjour Ariane. Alors Michel, il y a beaucoup d'acteurs en ce moment qui accusent les banques de ne pas jouer leur rôle au niveau du financement des projets immobiliers des particuliers. Quelle est votre analyse ? Tu sais, il est habituel de pointer la responsabilité des banques lorsque l'économie ne va pas. C'est d'autant plus habituel que beaucoup d'acteurs se sont quand même très largement engagés sur cette relance automatique des marchés immobiliers qui allait suivre le déconfinement. Je rappelle les arguments qui ont égrené la presse, les chroniques immobilières et autres, le besoin, le souhait d'acheter une maison, bien sûr, puis le développement des nouvelles technologies, évidemment, le regain d'optimisme des ménages. Alors ça, c'est un très bel argument. Et d'ailleurs, notre ministre du Logement, récemment, rappelait que la confiance des Français dans leur projet immobilier était immense. Donc tout ça, ça expliquait bien que finalement, les uns et les autres s'attendaient à ce que tout reparte une fois le déconfinement terminé. Pourtant, il y en avait beaucoup qui, depuis un certain temps, rappelaient qu'il fallait faire attention. Je ne vais pas parler des chroniques que tu as publiées dans My Sweet IMO durant cette crise. Je rappellerai simplement de l'analyse que le Conseil supérieur du notariat nous a présentée il y a quelques jours de cela, et puis auparavant, 3 semaines avant, où il disait, oui, il va y avoir, nous sommes d'accord, il va y avoir un rebond technique. Un rebond. Ça signifie que toute une partie de ce qui était prêt finalement allait arriver. Et puis une fois que ce ballon de baudruche sera dégonflé, on retournera sur les fondamentaux. Alors on va parler des fondamentaux justement. Tu te souviens Ariane, dans un balado du tout début d'année, nous avions parlé de cette question qui n'intéressait personne alors. Bon, pas grand monde dirons-nous. Les recommandations du Haut Conseil, du HCSF. Qui sont sorties fin décembre. Tout à fait. Et qu'on a commenté ensemble tout de suite après, quelques semaines après. Tout début, le 7 janvier, au tout début de l'après-midi, à la suite de la conférence de presse annuelle de LPI. J'attirais l'attention sur l'impact que cela allait avoir. Parce que ceux qui connaissent le fonctionnement du secteur de l'immobilier, je ne vais pas les compter, et ceux qui en plus ont une connaissance du financement du secteur savait bien que revenir sur cette question du taux d'effort à l'octroi, c'est-à-dire le pourcentage que les emprunteurs consacrent au remboursement des crédits immobiliers qu'ils ont contractés, donc contenir ce taux d'effort à l'entrée à 33%, c'était à coup sûr frapper fortement sur la conjoncture immobilière. À l'époque, les chiffres que je t'avais avancés étaient raisonnables parce qu'ils étaient sans excès, une centaine de milliers d'opérations immobilières. Alors bien sûr, généralement, les observateurs attentifs des marchés immobiliers prennent plusieurs semaines ou plusieurs mois à comprendre ce que sont les nouveaux mécanismes qui viennent modifier le comportement du marché. Bon, et cela n'a pas intéressé grand monde. Pourtant, au fil des mois, des semaines, des mois, nous avons bien vu que cela mordait. Je vais prendre 4 illustrations de cela, si tu veux bien. Tout d'abord, l'Observatoire Crédit Logement CSA. Dès le début du mois de mars, nous avons pu constater que le nombre de prêts accordés, neufs et anciens confondus, était en recul de 6,6% sur un an, c'est-à-dire janvier-février 2020 comparé à janvier-février 2019. C'était un signal qui n'était peut-être pas perceptible pour beaucoup, d'autant moins perceptible que un des outils d'observation, entre guillemets, du marché de l'ancien auquel beaucoup font référence, les statistiques du fameux CGEDD, qui sont publiés avec 2 mois de retard, ne laissaient rien apparaître. Et pourtant, quelques mois plus tard, ces statistiques nous ont bien montré que dès le début de l'année, c'est-à-dire
dès le mois de février, le nombre d'actes signés était dans l'ancien recul de 5,6% en glissement annuel, c'est-à-dire comparé à la période correspondante de 2019. Alors il est clair que si on revoit ce que les uns et les autres expliquaient à l'époque, tout allait bien et ça continuait à monter, même mieux que ça montait avant. Bon, et puis, regardons aussi un observatoire auquel je suis bien attaché, le baromètre LPI Se Loger. Sur janvier-février, nous avons bien dit que le nombre de compromis était en recul de 7,5% en glissement annuel. Et si on reprend autre chose, auquel les lecteurs de MySuite.imo ne sont peut-être pas habitués, le marcométron, c'est-à-dire l'enquête réalisée par la LCA-FFB auprès des constructeurs de maisons individuelles, sur les 2 premiers mois de l'année 2020, nous avions noté un recul du nombre de ventes de maisons individuelles. Donc, avant même le déclenchement de la crise sanitaire, les recommandations du HCSF mordaient sur les marchés immobiliers. Donc ce dont on parle aujourd'hui, en fait, c'est la conséquence de ces recommandations et pas du tout de la crise sanitaire. La crise sanitaire va... Non. La crise sanitaire et surtout, parce que ce n'est pas la crise sanitaire en elle-même, et surtout la crise économique et sociale qu'elle a déclenchée, constituent des crises qui sont venues s'ajouter à la crise provoquée par les recommandations du HCSF. J'estime aujourd'hui que en elle-même, les recommandations du HCSF portaient jusqu'en mars, avril, à peu près 40% de la chute. Donc la crise économique et sociale étant responsable de 60% de la chute. Donc clairement, ce qu'on peut dire, c'est que 40% du ralentissement actuel au niveau des crédits peut être imputé à ces recommandations. Le reste à la conjoncture économique qui a basculé. Schématiquement, on peut raisonner comme ça, c'est juste ? Bien sûr, non, c'est plus que schématique, ça peut même être relativement précis. Reprenons ce chiffre qui avait provoqué de l'ironie et du sarcasme au début de l'année, 100 000, voire peut-être un peu plus, mais peu nous importe, 100 000 opérations d'accession à la propriété qui ne seraient pas réalisées dans le neuf et dans l'ancien. C'est ce qu'on attendait pour l'année d'en cours avant le déclenchement de la crise actuelle. Donc ça signifie que nous allons avoir cette année, et c'est bien le chiffrage maintenant sur lequel je me suis arrêté, je vais te dire pourquoi, nous allons avoir probablement 200 000, voire 220 000 logements anciens qui ne seront pas acquis par des ménages cette année. Et on va rajouter à cela à peu près 60 à 80 000 logements neufs qui ne seront pas acquis par les ménages. Ce qui fait qu'on est sur une crise, disons-le, on est sur une crise à 300 000 opérations immobilières qui ne sont pas acquises. Mais ces opérations immobilières qui ne sont pas acquises, c'est pas parce que les banques ne veulent pas prêter, c'est tout simplement parce que déjà les banques ont été placées dans une configuration nouvelle par les recommandations du HCSF et la crise sanitaire et ses conséquences est passée par là. Je rappelle simplement, si au début de la crise vers la mi-mars, il était encore question, dans les propos du ministre de l'économie, d'une perte de 0,1-0,2% de croissance sur l'année 2020. Ce matin, le 2 juin 2020, le même ministre nous a annoncé, comme on s'y attendait, enfin comme certains, quelques-uns s'y attendaient, un recul du PIB de 11%. Donc, nous sommes sur une grosse crise, une de ces crises que l'on ne connaissait plus et une de ces crises qui va fortement impacter les marchés immobiliers. Qui s'accompagne aussi d'une forte augmentation des chiffres du chômage. Bruno Le Maire parle régulièrement de la crise de 29 comme point de comparaison. Donc de toute façon, toutes les conséquences macro au niveau des ménages, on les a pas encore toutes vues finalement. C'est des choses qu'on va pouvoir appréhender à la rentrée. Tu as raison, on n'a pas tout vu. On n'a pas tout vu. Et beaucoup n'ont pas encore intégré cela. Moi, je reste quand même perplexe lorsque je relis
les communiqués qui étaient des communiqués enthousiasme, plein d'enthousiasme de certains groupes immobiliers qui voyaient avec le déconfinement revenir des dizaines de milliers de ménages, voire même beaucoup plus, sur le marché. Disons que ça, c'est la vision de certains acteurs à l'instant T, qui se disent, ben voilà, il y a comme un rebond technique, il ne s'est rien passé pendant 2 mois. Et est-ce que tu penses que c'est de la méthode Coué ou du déni? Oui, et puis soyons clairs aussi, il n'est pas bon d'aller annoncer que ce ne sera pas bien demain. Bon alors maintenant, cette crise, quand on dit 11% de recul du PIB en 2020, avec les 8% qui étaient annoncés auparavant. Et les 8%, soyons clairs, c'est ce qui était, c'était le chiffrage gouvernemental présenté pour la deuxième loi de finances rectificative. Maintenant, à 11%, il faudra une troisième loi de finances rectificative. Mais à 8%, on était déjà avec un taux de chômage qui allait dépasser, je ne vais pas dire allègrement, mais sensiblement 10%. Donc ça signifie que là, avec 11%, nous allons avoir un choc, et un choc beaucoup plus important encore sur le marché de l'emploi. On n'a pas à s'en étonner, on sait que les faillites arrivent, le secteur des petites et moyennes entreprises va payer un lourd tribut, le secteur de l'artisanat a un tribut probablement plus lourd encore, et donc nous allons être dans cette situation, ce sur quoi nous pouvions rêver il y a quelques mois encore, et je faisais partie de ces doux rêveurs, un secteur de l'immobilier résidentiel qui était financé sans risque de défaut en France, c'est-à-dire pratiquement sans sinistre. L'histoire du surendettement, c'est une belle invention qui avait pour objectif de faire passer tout et n'importe quoi derrière. Donc, cette belle image que l'on avait, elle est détruite aujourd'hui. Nous avons devant nous une montée des sinistres d'emprunteurs, une montée des défauts de remboursement. Et l'économie française n'y est pas préparée, au contraire, elle a détruit. Souvenons-nous qu'une des premières décisions gouvernementales à l'automne 2017 a été de supprimer les aides personnelles à l'accession à la propriété. Ce filet de sécurité qui avait permis à la France de traverser sans encombre, sans grand risque, il est vrai, la crise des subprimes en 2008-2009, alors que les marchés, le secteur de l'immobilier s'effondrait autour de nous, aux Pays-Bas, en Espagne, au Portugal, aux États-Unis, etc. Nous avons cela devant nous. Cela signifie que les banques vont avoir à gérer cette montée des sinistres. En plus, les banques vont avoir à gérer la montée des défauts de paiement de la part des petites et moyennes entreprises et du secteur de l'artisanat, pour lesquels le gouvernement les a incités à s'engager fortement. Et aujourd'hui, donc, nous avons des banques qui sont confrontées à cela, qui le savent bien, qui analysent. Et donc, ne croyons pas qu'un acteur qui est confronté à la concurrence internationale, et on nous le répète à chaque continu, va s'engager sur des procédures qui sont des procédures qui l'amèneraient du jour au lendemain à prêter à des ménages qui vont connaître des pertes de revenus considérables. Je rappelle au passage que le Premier ministre nous a dit à plusieurs reprises que les ménages français allaient connaître un appauvrissement sans précédent qui va durer longtemps. Donc les banques le savent, et le travail des banques, c'est de veiller à la capacité des ménages à rembourser les emprunts qu'ils contractent. Donc si les banques aujourd'hui prêtaient à des ménages qui ne pourront pas rembourser, je vois bien ce qui pourrait être écrit. J'avais entendu il y a quelques années que l'ennemi c'était la finance. Aujourd'hui, j'entends même de la part de ministres que la banque paiera. J'ai entendu un ministre expliquer que si ça ne repartait pas, c'est parce que on pouvait se poser la question de savoir si les banques jouent le jeu. Les banques jouent le jeu. Non, mais ça, je suis perplexe lorsque j'entends cela, mais ça montre encore une fois que, à force de ne pas avoir voulu voir ce qui était en train de se passer, à force de ne pas avoir voulu comprendre quelle était l'ampleur de la crise face à laquelle l'économie se trouvait, beaucoup d'acteurs, dont des ministres, et c'est ce qui est quand même gênant, aujourd'hui font comme si les responsables
responsables, c'était les banques. Là, ça laisse quand même perplexe. Qu'est-ce qu'ils doivent faire les pouvoirs publics aujourd'hui? Un plan de relance sectoriel pour l'immobilier, enfin pour le logement? Et qu'est-ce qu'ils devraient comprendre ce plan? Soyons clairs, on a vu beaucoup de crises par le passé. On a vu des crises qui étaient des crises pour lesquelles il n'y avait pas de plan de relance à mettre en œuvre. Par exemple, quand Benoît Apparu supprime le prêt à taux zéro dans l'ancien, ça fait une chute de 150 000, 160 000 transactions sur le marché de l'ancien en l'espace de 6 mois. Bon, bah là, le plan de relance, c'est rétablir le prêt à taux zéro dans l'ancien. Les finances là-dessus, ayant demandé à ce que ce dispositif soit supprimé, n'allaient pas accepter un plan de relance qui le rétablirait. Mais en revanche, on a une autre grande crise, la crise des subprimes. Il se trouve que la crise des subprimes, véritablement, elle touche le secteur du logement en septembre 2008. Septembre 2008, mettons-le au début du mois de septembre, peu m'importe. Eh bien, le 28 décembre 2008 est publié le décret qui est le décret présentant le relookage du prêt à taux zéro pour la relance des marchés immobiliers à compter du 1er janvier 2019. En 1er janvier, parce qu'il y a toujours les délais techniques, mais peu importe. Cela signifie que il fut un temps où il suffisait de 3 mois pour mettre en place un plan de relance. Aujourd'hui, la seule chose qu'on lise, enfin que je lise, je lis pas tout. Moi, je suis pas conseiller du gouvernement comme d'autres qui tiennent des chroniques et éditent des articles. Non, je me contente simplement de voir que pour une crise qui commence début mars, mi-mars, nous sommes 3 mois après, en dehors de déclarations sur le thème la confiance des Français dans les projets immobiliers, la question de savoir si les banques jouent le jeu, il n'y a rien. Tout au plus, sait-on, même sans conseiller le gouvernement, qu'il y a des pistes qui sont explorées pour un plan de relance, qui serait un plan de relance qui pourra intervenir, qui serait présenté au Parlement en septembre dans le cadre du grand plan de relance de l'économie nationale. Ça signifie qu'une fois que ce sera voté, ça deviendra effectif en novembre, décemre 2020, au mieux au début de l'année 2021. 7 mois, 8 mois, 9 mois après. Bon, je vais pas dire que c'est pas sérieux, je vais dire ce n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Donc, Ce n'est pas à la hauteur de l'enjeu, parce que s'il est vrai que nous perdrons cette année 280, 300 000 acquisitions de logements par des ménages, nous allons avoir une crise qui est une crise du logement qui va être renforcée. Et ceux qui sont en première ligne de cela, ce sont les ménages les plus modestes. Ce sont les plus modestes cherchant à accéder à la propriété, bien sûr, les primo-accédants, mais ce sont aussi les plus modestes qui chercheront un logement locatif social. Parce que les primo-accédants, un tiers d'entre eux, ils viennent du secteur locatif social. Ce sont des locataires qui quittent le parc social pour partir accéder à la propriété. Et donc, ça signifie que là-dessus, si on fait un petit calcul, on va avoir 70 000 ou 80 000 locataires du parc social qui ne vont pas quitter leur logement en 2020. Donc, comme la construction locative sociale est en train de chuter lourdement, ça signifie que les files d'attente et les possibilités d'obtention d'un logement locatif social pour des ménages modestes ou très modestes, tout ça, ça va être dramatique. Donc, c'est pas seulement des marchés immobiliers qui sont concernés, c'est l'ensemble du secteur de l'immobilier, c'est l'ensemble du secteur du logement et de l'habitat. Et face à ça, donc, il est clair qu'il n'est jamais trop tard pour chercher à bien faire. Il faut que ce soit fait vite. Il faut que ce soit fait vite. Et aujourd'hui, seules les banques ont pris la mesure du danger, finalement. À vous écouter, les pouvoirs publics ne sont pas encore dans la réalité de la crise. J'espère quand même qu'ils sont dans la réalité. Donc maintenant, je ne sais pas si c'est la réalité de la crise. Disons que ceux qui sont en train de réfléchir et qui ont consulté Urbi et Orbi, comme on dit à Rome, se sont engagés sur des voies qui avaient été ouvertes en 2019 et qui se sont concrétisées dans un rapport co-signé par l'IGF et le CGEDD sur l'évaluation du prêt à taux zéro. Et depuis, ceux qui sont suivis, c'est soit revenir avec un relookage du prêt à taux zéro, un relookage du prêt à taux zéro qui serait un prêt à taux zéro négatif, un prêt à taux zéro négatif, un prêt à taux négatif qui allège les mensualités de remboursement, les mensualités globales de remboursement des emprunteurs, même que le prêt à taux zéro d'aujourd'hui amélioré.
Bon, donc un prêt à taux zéro relooké ou un prêt à taux négatif. Bon, et puis quand on lit le rapport de l'IGF CGEDD, on lit, on découvre que finalement le coût de cela pourrait être pris en charge par un crédit d'impôt ouvert auprès des banques. Donc c'est une vieille idée de dire la banque paiera. Ouais, c'est une belle idée qui doit être travaillée en amont. Et pour la travailler en amont, il faut dire aujourd'hui que les banques ne font pas leur travail, qu'elles ne jouent pas le jeu. L'autre piste, c'est une subvention à l'acquéreur. Subvention à l'acquéreur, tout ça, c'est bel et beau, c'est bien. Sauf que pour préparer tout ça, il va falloir un lourd travail d'évaluation, de concertation. Et donc, encore une fois, peut-être que des éléments seront présentés au Parlement à l'automne, mais ça signifie qu'on peut craindre qu'il n'y ait pas grand-chose qui sorte, comme je le disais avant janvier 2021. Merci beaucoup, Michel Mouillard. On y voit beaucoup plus clair et on vous retrouve très vite pour la suite de vos analyses. Merci. À bientôt. Mon podcast IMO.